Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Nous allons parler aujourd'hui du Tchad avec M. Saleh Kebzabo, qui est député et leader de l'UNDR. L'UNDR, c'est l'Union nationale pour le développement et le renouveau, hein, un parti politique tchadien. Oui. C'est le leader de l'opposition? Absolument. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a eu, M. Saleh Kebzabo? Parce qu'on a entendu parler de vous en tant que député, puis il y avait une tentative de levée de votre immunité parlementaire dans le cadre d'une affaire que je n'ai pas toujours très bien maîtrisée, mais qu'est-ce qui se passe au Tchad? Dans le cadre d'une affaire ténébreuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, en fait, je crois que tout ça fait partie de ce que j'appelle les petits rebondissements dans nos démocraties encore balbutiantes. On ne veut pas d'une opposition structurée et forte. On veut affaiblir, voire abattre absolument l'opposition ou son leader. Et donc, c'est ça le jeu dans des pays comme les nôtres, malheureusement. D'accord. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait du Tchad, on voyait l'opposition militaire qui a énormément fait parler d'elle avec les incursions en provenance du Soudan ou d'ailleurs. Absolument. Mais l'opposition politique, elle n'a pas tenu le haut du pavé tant que ça. Ben, je crois que les deux allaient de pair, mais évidemment, le bruit d'un canon est plus fort que celle d'une voix. Donc, c'est pour cela qu'on ne nous entendait pas beaucoup. Mais je crois quand même que lorsqu'on fait le bilan de 20 ans, 22 ans maintenant de pouvoir d'Idriss Déby, il y a quand même une certaine constance, une certaine régularité dans le comportement de l'opposition qui continue à se battre. Sur le plan démocratique, nous y croyons et nous pensons qu'on doit pousser dans cette direction-là et non pas aux côtés des politico-militaires. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'il y ait cette tentative de levée de votre immunité parlementaire qui ne s'est pas encore produite jusqu'à présent? Pas encore. Ils sont empêtrés dans la procédure et je ne sais pas comment et dans quelle direction ils vont sortir. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Déby prépare déjà les prochaines élections et donc il veut nettoyer un peu, baliser tout ça pour que ça se passe sans heurts. Et la meilleure façon, c'est certainement de chercher à écarter ceux qui peuvent lui porter ombrage et qui peuvent faire échouer son calcul. Donc je crois que au fond, c'est ça, c'est pas autre chose. Et quand vous faites son bilan, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure des années Déby, vous vous dites que sur le plan démocratique, il y a eu des avancées ou pas? Déjà qu'il y ait une opposition à l'Assemblée nationale, c'est quand même pas de franchi. Bon, c'est pas suffisant. On aurait pu faire mieux que ça. On a même fait mieux que ça. Mais je pense que, malheureusement pour nous, l'opposition au Tchad s'est beaucoup battue. Elle se bat beaucoup encore pour la démocratie. Nous avons été la cheville ouvrière de ce qu'on appelle l'accord politique du 13 août 2007 qui a permis toutes ces avancées démocratiques avec les problèmes militaires qu'on a connus. Nous existons toujours, nous allons aux élections, mais le fait d'aller aux élections ou de les organiser ne veut pas dire forcément que c'est de la démocratie. Et nous en avons eu un exemple lors des dernières élections communales où vraiment c'était tout sauf une élection. Et ce qui nous désole dans cette affaire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va aux élections, à chaque élection, on marque un recul. Alors jusqu'où cela va aboutir, c'est un peu le problème qui se pose à l'heure actuelle, puisque l'accord politique lui-même est arrivé à son terme. Et donc, dans les semaines qui viennent, on va certainement engager un nouveau dialogue. Et à ce moment-là, on avisera et sur le futur accord, qui va être un accord qui va déterminer un peu le futur espace de dialogue qui va exister dans le pays, et aussi les termes maintenant d'une nouvelle marche et de la CENI et des organes régulateurs et du statut de l'opposition. Bon, tout ça est sur la table. Maintenant, on va en discuter de nouveau. Sur le plan politique, il y a eu la disparition d'un des membres de l'opposition politique, Ibn Omar Mamad Saleh, qui a été arrêté au soir du retrait des rebelles le 3 février 2008 de N'Djamena. Et c'est l'armée qui a fait la rafle, qui a été chez lui, il l'a pris, a pris d'autres opposants, est venu chez moi, ne m'a pas trouvé à tirer sur mon frère. Et donc cette histoire-là, je pense que c'est un des gros boulets que le président Déby va traîner pendant longtemps, tant qu'une solution n'aura pas été trouvée. Maintenant, il est évident que depuis maintenant 4 ans qu'on en parle, on dit qu'il a disparu, il est évident qu'il a été assassiné. Et je crois que à bout de patience, que ce soit les formations politiques de l'opposition, que ce soit la famille politique, la famille biologique, les amis de l'extérieur, tout le monde en a conclu que cette affaire doit sortir du Tchad parce que les Tchadiens ne veulent pas lui trouver une solution. Et donc forcément, il y a crime de guerre, il y a crime contre l'humanité. Ce sont les rapports même de la commission d'enquête qui a été mise en place par le gouvernement qui le dit. Et donc à partir de ce moment-là, je crois que les Tchadiens sont fondés à faire sortir cette affaire du Tchad pour que d'autres instances s'en saisissent.
Et c'est en cours maintenant. Hein. D'accord. Donc pour vous aujourd'hui, pour que cette commission, alors qu'elle a été élargie, hein, on n'a pas que des experts tchadiens, il y a des experts internationaux qui sont entrés dans la boucle. Vous estimez que ce n'est pas suffisant, il faut vraiment externaliser son traitement? De toutes les façons, la commission a déposé déjà ses conclusions. Ces conclusions, de ce point de vue, elles sont claires. Il y a eu crime de guerre, crime contre l'humanité. Ibn Omar a été arrêté par des hommes en tenue militaire officielle, donc des militaires tchadiens, et depuis son arrestation, il a disparu. C'est clair. D'accord. Maintenant, revenons sur une autre affaire judiciaire qui devient un feuilleton pratiquement. C'est l'affaire Hissène Habré, qui aujourd'hui au Sénégal, dont on demande l'extradition par moment, soit vers la Belgique, soit vers un autre État africain, et sur lequel on n'a finalement pas toujours été fixé. Quelle est votre lecture de cette affaire? Moi, je pense, comme beaucoup de Tchadiens, comme beaucoup d'Africains, que voilà un dictateur qui a été déboulonné du pouvoir, qui est en exil dans un autre pays, qui a beaucoup bénéficié de cet exil maintenant, il est temps qu'il rende des comptes. Une commission a établi là aussi les faits. Il y a eu des milliers de morts, des milliers de disparus. Il faut qu'il y ait un procès. On tergiverse. Là, je crois que la fin de la récréation va arriver avec le départ, j'espère, d'Abdoulaye Wade du pouvoir. Donc un nouveau pouvoir va arriver au Sénégal qui va, je pense, avec célérité, traiter ce dossier et sortir Habré pour qu'il soit jugé. Parce que vous pensez qu'il a bénéficié de la protection d'Abdoulaye Wade contre... Bien sûr, bien sûr. Abdoulaye, il a trop tergiversé sur la question. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques années, Wade, il m'a posé le problème. Je lui ai donné mon point de vue, mais je crois qu'il n'en a pas tenu compte. Bon, il y a certainement d'autres intérêts qui sont entrés en jeu et qui étaient plus forts que les nôtres. Hein. Bon. Mais je pense que cette question, elle doit absolument... Il ne faut pas que les Africains se fassent de complexes. Et souvent, on a des complexes, des faux complexes sur la Côte d'Ivoire, maintenant sur Hissène Habré et tout ça. Si on a fauté, si on a des dirigeants qui sont des criminels, s'ils ont mal géré leur pays, il faut qu'ils rendent des comptes. Si nous ne sommes pas capables de les juger chez nous, comme c'est le cas, les Tchadiens ne peuvent pas juger Hissène Habré, il raconte des histoires. Il faut l'envoyer là où on peut le juger. D'accord. Mais de façon générale, il y a une hostilité des Africains par rapport à la Cour pénale internationale. C'est ce que j'appelle un complexe. C'est vrai qu'on a tendance parfois à dire et à penser, non sans raison, mais c'est peut-être nous qui commettons le plus de bêtises aussi, hein, que cette cour-là, elle sévit surtout contre les Africains, c'est vrai. Mais il faut qu'on ait des dirigeants à la hauteur, qui se comportent bien, qui fassent de la bonne gouvernance politique, la bonne gouvernance économique, qui gèrent bien leur pays, qui acceptent la démocratie, qui organisent de bonnes élections, c'est tout. De façon générale, aujourd'hui, le Tchad est en paix avec pratiquement tous ses voisins, qu'il s'agisse du Cameroun, du Nigeria, du Soudan ou de la Libye. Pourtant, du temps de Kadhafi, il y a eu une guerre entre le Tchad et la Libye. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'avec l'arrestation de Al-Senoussi, on devrait aujourd'hui l'emmener devant la Cour pénale internationale pour avoir le bilan de ces années Kadhafi, de toutes les opérations? Oui, il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. Il a dirigé les services de sécurité pendant, je ne sais pas, plus de 20 ans. Il y a des choses qu'il a faites, il y a des crimes qu'il a commis, il y a des crimes que le régime libyen a commis. Il a des comptes à rendre. Donc, si vous étiez président du Tchad, vous demanderiez qu'on le transfère à la Cour pénale internationale? Oui, absolument. Telle est la décision, de toutes les façons, il est inculpé. Oui, il le sera. Bon, il faut l'extrader, il faut l'envoyer et qu'il rende compte. S'il n'a rien fait, je crois que la Cour pénale et le tribunal est quand même plus libre que certains tribunaux africains, que la plupart des tribunaux africains, de toute façon. Est-ce que pour vous, le fait que ce soit une Africaine aujourd'hui qui remplace Luis Moreno Ocampo à la tête de la Cour pénale internationale lui donne davantage de légitimité pour légiférer sur les affaires africaines? Non, il n'y a pas de changement. La philosophie de la Cour, le fondement de la Cour reste le même. Quelle que soit la personne à la tête, un Asiatique, un Africain, un autre, la Cour reste la Cour. D'accord. Et vous seriez aujourd'hui prêt à retourner au Tchad pour reprendre votre siège de député, rentrer pourquoi pas dans un gouvernement d'union nationale si tel était le cas? Non, je vous signale que je ne suis pas sorti du Tchad pour m'éloigner de quoi que ce soit. Je suis venu comme d'habitude à Paris, rendre visite, visiter, discuter. Non, c'était une question pour savoir si vous pouviez rentrer dans un gouvernement de large concertation. Non, là c'est exclu. C'est exclu. J'ai fait des déclarations publiques là-dessus depuis quelques mois, à la fin du régime du mandat dernier, lorsque le président Déby a été réélu, et je l'ai d'ailleurs rencontré, je lui ai demandé de ne pas du tout s'embarrasser, de chercher encore à former un gouvernement d'union, d'ouverture, de large ouverture, de grande ouverture, de consensus, et ainsi de suite. Je lui ai dit que ce n'était pas opportun, et que l'opposition tchadienne a décidé maintenant de camper dans l'opposition. Et je pense que c'est mieux ainsi. On perd son temps avec des gouvernements dont on dit qu'ils sont de transition, de consensus, qui n'en sont pas du tout. C'est en fait
un piège pour l'opposition. Ceux du pouvoir vous mettent là-dedans pour mieux vous phagocyter. Et en réalité, vous venez en pensant que vous avez mieux travailler pour le pays, faire avancer les choses et les idées. Et ce n'est pas le cas. Donc c'est une perte de temps. Moi, je crois qu'il vaut mieux que chacun reste dans son camp, que le gouvernement gouverne, gère bien, je l'espère, et que l'opposition ait l'opportunité de faire son métier d'opposant, qu'on nous laisse libre à l'Assemblée nationale, qu'on nous laisse libre dans les associations, organiser notre façon de voir les choses, nous exprimer là-dessus de façon libre et démocratique. Je crois que c'est ça qui fait avancer les choses, mais malheureusement, on ne l'accepte pas. Que ce soit au Tchad ou dans beaucoup de pays africains, c'est des choses qu'on n'accepte pas du tout. Aujourd'hui, il y a eu un phénomène de changement constitutionnel qui permet à la plupart des chefs d'État de se présenter autant qu'ils le souhaitent pour postuler à la présidence de leur pays, même quand la Constitution le limitait. Est-ce que vous pensez que ce sera un changement, un moment important pour vous, comme pour la plupart des oppositions africaines, que de dire on se met ensemble pour empêcher ce genre de phénomène? On s'est mis ensemble au Tchad, mais le pouvoir était trop fort. On n'a pas pu l'empêcher parce que toutes les élections sont biaisées, parce qu'on ne respecte pas le suffrage universel, on ne respecte pas le verdict des urnes. C'est ce qui s'est passé au Tchad, c'est ce qui a donné naissance à notre regroupement, la CPDC, la coordination des partis pour la défense de la Constitution, qu'on a mise en place en 2006 pour lutter justement contre le président Déby qui voulait changer la Constitution. On n'y est pas arrivé. Donc le fait de se mettre ensemble, j'entends souvent cette critique-là. Parce que c'est le reproche que l'on fait généralement, pour dire, voilà, vous auriez pu vous mettre ensemble avec un candidat, ça aurait été un peu plus compliqué de faire une fraude. Non, est-ce que le fait d'avoir un seul candidat est toujours la meilleure solution? C'est pas vrai. Regardez le Sénégal. Un seul candidat n'aurait pas réussi à battre Wade, mais avec plusieurs candidatures, ils ont réussi à l'amener au deuxième tour, et maintenant ils vont le battre. Et je crois que c'est la même stratégie, en fait, dans les pays où il y a 2 tours. Je concède que dans les pays à 1 tour, il faut réfléchir, c'est différent. Mais là où c'est une élection à 2 tours, je crois qu'il faut aller à plusieurs. Je crois que c'est la meilleure stratégie. Et aujourd'hui, sur le Tchad, quelle est votre lecture sur votre affaire déjà, à titre personnel? Est-ce que vous pensez que finalement vous pourrez garder cette immunité parlementaire, rester député malgré cette suspension qui vous pend? Moi, je suis serein. Je l'ai toujours dit depuis le début de cette affaire, je suis serein parce que je n'ai commis aucune faute, je n'ai pas commis de bêtises. On ne peut rien me reprocher. Et la vérité va finir par triompher, c'est ce que je pense. Mais l'affaire la plus embêtante à l'heure actuelle, c'est l'affaire de notre collègue Gali. Gali Ngoté Gata est un député comme moi qui était dans sa circonscription. Il en repartait pour rentrer à la rentrée parlementaire de N'Djamena le 3 mars, je crois, et puis on l'arrête parce qu'il aurait été à la chasse et il n'a jamais été à la chasse. On le met en prison. En 3 jours, on le condamne à 1 an d'emprisonnement. Il a fait appel. Mais c'est une affaire qui est triste. Parce que voilà un pays, le Tchad, où il y a quotidiennement des assassinats, des crimes commis, des crimes officiels même et tout. Il n'y a pas d'assassins en prison. D'accord. Mais on va mettre un opposant en prison parce qu'il aurait tué un facochère, ce qui est complètement faux. Espérons pour lui que tout se passera bien pour vous également et pour la démocratie tchadienne de façon plus générale. Merci beaucoup, M. Saleh Kebzabo, d'être venu. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de Notre Chaîne Jour. À bientôt.